Correction de l'activité 2, étude du fonctionnement des séismes. Le but de cette activité est de comprendre le fonctionnement des séismes. Question 1. Quelles informations sont représentées sur la carte présentée en document 1? Donc nous allons aller voir cette carte. La voilà. Donc, les informations présentées sur cette carte, on voit qu'il y a un dégradé de couleurs qui est représenté sur la carte. On se situe à Haïti, près dans les Caraïbes. Et ces couleurs correspondent à une échelle, que voici, dans laquelle on a une description des dégâts causés par un séisme. La question 2 vous demande comment on a pu obtenir ces informations. Tout simplement, quand on regarde le descriptif de l'échelle un peu plus précisément, on se rend compte qu'il y a différents types d'informations. Des informations qui proviennent des gens qui habitent dans les différentes régions. Par exemple, les dormeurs se réveillent. Et d'autres informations qui proviennent de la description des bâtiments, de l'environnement. Donc, cette carte, elle a pu être dessinée par des scientifiques travaillant sur les séismes, à partir à la fois d'informations sur le terrain et de l'interrogatoire des personnes ayant vécu le séisme, parce qu'ils habitaient dans cette zone. Dans la question 3, on vous demande de décrire la répartition des informations sur cette carte. Alors on se rend compte que les plages de couleurs sont organisées de façon concentrique, c'est-à-dire qu'elles forment une sorte de cercle. Donc, on voit là la première zone en rouge foncé, puis en orange une deuxième zone qui forme un ovale autour, et ainsi de suite pour les zones successives. On se rend compte aussi que ces différents cercles sont organisés avec les intensités les plus importantes au centre et des intensités de moins en moins importantes à mesure qu'on s'éloigne de ce centre. Donc on peut dire que les dégâts sont organisés de façon concentrique, le centre se situant au niveau de ce qu'on appelle l'épicentre. Ensuite, je vous demandais si vous en aviez la possibilité, si vous aviez le matériel à disposition, de réaliser des petites modélisations, c'est-à-dire des manipulations qui nous permettent de comprendre comment fonctionnent les séismes sans étudier réellement un séisme, ce qui n'est pas possible. La première modélisation consistait à utiliser un spaghetti et un carambar. En appliquant une force sur ces deux objets, on pouvait se rendre compte que le spaghetti casse et le carambar se plie. Concernant l'explication, on peut dire que, suivant le matériau, le résultat de l'application d'une force ne va pas être le même. Le spaghetti est un matériau qui est solide, très rigide et qui va casser, alors que le carambar est un matériau qui est aussi solide, bien sûr, mais qui est un peu moins rigide et qui, au lieu de casser, va se plier lorsqu'on lui applique une force. L'atelier 2 consistait à placer un bac d'eau, transparent si possible, sur des barres de polystyrène qu'on cassait. Ce que vous pouviez observer dans ce cas-là, c'était ceci, comme on peut voir d'ailleurs dans un lac quand on y jette une pierre, c'est-à-dire des formes concentriques qu'on appelle des ondes. J'ai rajouté quelques annotations sur l'image que vous venez de voir, et simplement pour vous montrer que les ondes qui sont produites sont organisées de façon concentrique. Ces ondes s'affaiblissent à mesure qu'on s'éloigne de ce qu'on appelle l'épicentre, c'est-à-dire le centre de ce cercle fictif qu'on imagine. Et donc de ça, on peut comprendre que lorsqu'il y a une cassure dans un milieu, ou à proximité d'un milieu, ce milieu va être traversé par ce qu'on appelle des ondes. Et dans le cas d'un séisme, on parle des ondes sismiques. Enfin, dernier atelier, vous deviez prendre un plateau sur lequel vous auriez disposé des sucres et vous deviez taper sous ce plateau avec un maillet. On pouvait se rendre compte en faisant cette modélisation que les sucres au niveau du centre du plateau, en dessous de là où on a tapé, sont tous tombés, alors que les sucres plus en périphérie sont pas tous tombés. Certains peuvent être tombés, mais pas tous.
On peut déduire de cela que l'endroit où a eu lieu ici le choc, ou dans le cas du séisme, la cassure, ça va être l'endroit où les dégâts seront maximum. Et plus on s'éloigne de cette zone centrale, de l'endroit où a eu lieu réellement le séisme, moins les dégâts sont importants, même s'il peut toujours y en avoir. Question 2. Il fallait regarder le document 2. Question 5. À quelle heure les premières vibrations ont-elles été enregistrées dans les stations A et B? Quelle est la station la plus proche de l'épicentre? Alors, pour bien comprendre ça, déjà on va aller sur le document 2, mais surtout, je vais vous montrer rapidement comment on enregistre des vibrations dues à un séisme. Alors, les scientifiques disposent de machines appelées sismographes, comme ce qui est présenté là. Et en fait, le socle et le support sont fixes. Il y a un ressort qui tient ce qu'on appelle une masse, au bout de laquelle on trouve un stylet, c'est-à-dire un crayon en fait. Et ce stylet peut bouger puisqu'il est accroché à un ressort. S'il y a une vibration, ce ressort va se mettre à bouger, et donc tout ça, ça va bouger aussi. Et le stylet, en l'occurrence, va bouger. En face du stylet, on met un cylindre enregistreur, c'est-à-dire une bande avec du papier qui tourne. Donc ce papier tourne, comme ça, suivant la flèche qui est présentée ici, et le stylet touche ce papier, et puisqu'il peut bouger, lorsqu'il y a une vibration du sol, eh bien, il va se mettre à faire des petites oscillations comme ça, et à tracer des traits sur le papier. Et on obtient un trait de crayon de cette forme-là, qui va ressembler à ce qu'on a vu au niveau du sismogramme que je vais vous remonter tout de suite. Cette machine appelée sismographe enregistre ce qu'on appelle des sismogrammes qu'on a vu ici. Et donc là, on vous présente des sismogrammes obtenus à 2 stations d'études différentes, donc dans 2 villes, peut-être même dans 2 pays différents. Les ondes arrivent. Alors, le déclenchement du séisme a eu lieu à 1h39, pile, 0 seconde. Dans la station A, on se rend compte que les premières ondes sont observées à ce moment-là, c'est-à-dire un tout petit peu après 50 secondes, donc on peut dire 52, 54 secondes, alors que dans la station B, les premières ondes semblent être ressenties plutôt vers une soixantaine de secondes. Une soixantaine de secondes après 1h39, toujours. Ainsi, on peut dire que les ondes ont l'air d'être arrivées plus rapidement à la station A, qui devait être plus proche de l'épicentre, donc le lieu où s'est produit le séisme. La question suivante vous demande le lien entre l'intensité, la fréquence des séismes et l'énergie libérée. On se rend compte que plus le séisme est de forte intensité, c'est-à-dire qu'il libère beaucoup d'énergie, moins les séismes sont nombreux, c'est-à-dire qu'on a peu de séismes de très très forte intensité, et bien heureusement parce que ce sont aussi les séismes de très grande intensité qui causent le plus grand nombre de dégâts. Et enfin, avec tout ce que nous avons appris jusque-là, vous deviez remplir les cases à côté de ces petits schémas. Et donc dans la première case, on pouvait dire que des forces, c'est-à-dire des pressions, modélisées par ces flèches rouges, sont exercées sur les roches dans le sous-sol. Dans un deuxième temps, à force que les pressions soient exercées, eh bien les roches du sous-sol finissent par casser. Il se forme alors une faille. L'endroit en profondeur où a eu lieu la cassure s'appelle le foyer. En surface, le point au-dessus du foyer, ça s'appelle l'épicentre. Et autour du foyer, de façon concentrique, de l'épicentre aussi d'ailleurs, on voit des ondes qui se forment suite à la cassure. Donc la cassure produit des vibrations dans le sol. Et dernière image, eh bien, on se rend compte que une fois que la cassure a eu lieu, les roches du sous-sol se sont un petit peu déplacées. Et une fois que les ondes sont passées et ont cessé, on peut constater que les habitations et toutes les installations humaines dans la zone
où s'est produite cette cassure, donc ce séisme, ont subi des dégâts, les dégâts les plus importants étant près de la cassure, près de l'épicentre et les constructions un peu plus éloignées de cet épicentre sont plus épargnées.